Séoul est une des plus grandes mégalopoles d'Asie. En 2012, la Suisse a le projet d'édifier une nouvelle ambassade en République de Corée sur un site qu'elle possède dans la partie nord de la ville. L'ancien bâtiment est obsolète et décati. Le quartier dans lequel va être édifiée la nouvelle ambassade vit alors une grande mutation urbanistique. Les petites maisons en bois, traditionnelles, sont rasées pour faire place à un immense complexe de 34 tours de plus de 15 étages. Ce nouveau quartier est intégralement remodelé à une vitesse vertigineuse, en 3 ans. C'est dans ce tissu urbain ultra dense et vertical que doit s'intégrer le nouveau bâtiment. La Confédération organise un concours d'architecture et reçoit plus de 70 projets, dont 20% proviennent de l'étranger. Le cahier des charges stipule de construire la chancellerie et la résidence de l'ambassadeur sur un terrain de 2700 mètres carrés. Ce modèle de concours dynamise notre vision de l'urbanisme et du bâti. Il est désormais considéré comme une partie intégrante du patrimoine immatériel du pays. Suisse-Anoc, conçu par Nicolas Vaucher pour le bureau Burkhardt, est le projet qui a été choisi par le jury. Ce projet s'inspire et revisite un pan de l'architecture vernaculaire coréenne, le hanok. Le hanok est une maison traditionnelle en bois, construite sur un niveau qui donne sur une petite cour. Toutes les pièces de cette bâtisse ont un lien avec cette cour qui devient le centre de gravité du bâtiment. Le geste de l'architecte n'est pas anodin, car il prend le contre-pied de l'urbanisation exacerbée, brutale et dense que connaît le quartier dans lequel l'ambassade est édifiée. La première intuition des architectes, c'est de concevoir un bâtiment en 2 parties. 2 parties, la chancellerie et la résidence, qui devaient correspondre à 2 phases distinctes de construction. Petit à petit, ces différentes parties se sont réunifiées et on a cherché plutôt une forme unitaire qui nous paraissait beaucoup plus forte aussi symboliquement et dans sa présence sur le site. Et on a cherché à configurer de la meilleure manière une forme générale qui constitue à la fois un parvis, un premier espace extérieur, et à la fois un jardin pour la résidence de l'ambassadeur, et puis évidemment toujours ce motif de cour centrale dans cette forme en fer à cheval ou en spirale. Cette spirale se déploie sur une certaine horizontalité. Et c'est bien l'une des audaces de cette proposition qui défie la verticalité des tours environnantes. En réinterprétant le hanok, la nouvelle ambassade questionne subtilement une urbanisation brutale qui souffre, du point de vue architectural, d'une certaine amnésie, dans la mesure où elle a renoncé à une grande part de sa culture de construction traditionnelle. Revenons à l'organisation du bâtiment et de l'espace. Le bâtiment de l'ambassade est constitué d'une volumétrie dissociée, l'espace étant divisé en 3 parties principales. On identifie un premier module administratif, la chancellerie, qui comprend la partie dédiée aux visas, les bureaux de l'ambassade, ainsi qu'une grande salle polyvalente. Ce module est prolongé par un open space et une salle de réunion. Une deuxième partie comprend les pièces de réception officielles de la résidence suisse, à savoir la salle à manger, le salon et le petit salon. Une troisième partie enfin regroupe l'appartement de l'ambassadeur et son jardin privatif.
Ces 3 parties sont reliées à travers une construction qui forme un continuum, sous un grand toit. Le bâtiment s'organise autour d'une cour centrale sur laquelle chaque pièce ou espace peut s'ouvrir et avec laquelle il communique. Une ambassade est à la fois un lieu d'échange et de protection. Cette dialectique duelle trouve un écho dans la construction et les matériaux choisis. Le bâtiment est constitué d'une façade extérieure en béton qui a pour fonction de protéger l'activité de la chancellerie. En revanche, les façades qui donnent sur la cour sont constituées de bois et de verre, très légères et transparentes. Ces ouvertures encouragent et dynamisent les rencontres, les collaborations et les échanges. Les huisseries sont réalisées selon des techniques de construction inspirées de la tradition locale, avec poutres et piliers, qui forment la charpente et les châssis des fenêtres. Les lames en bois, qui font écho au savoir-faire des ébénistes et des menuisiers coréens, protègent des rayons du soleil et engendrent de superbes jeux d'ombre et de lumière. Il y a quelque chose de presque musical dans ces rythmes qui se déploient dans une mélodie répétitive et envoûtante. La manière d'agencer les volumes dénote un désir de conférer au bâti une certaine légèreté. Cela se manifeste aussi par le choix des luminaires et du mobilier, par des pièces épurées et amples, scandées par de grandes ouvertures. On a rediscuté de ces possibilités avec des charpentiers qui étaient très motivés par l'aspect technologique et qui étaient aussi motivés par l'image de la charpente en bois, parce qu'ils ont l'image du chalet suisse dans la tête, et ça les motivait. Et du coup, on a redynamisé à notre échelle, à une petite échelle, redynamisé l'industrie de la charpente, comme on a redynamisé l'industrie des fenêtres et des portes en bois. La façade en béton est beaucoup plus fermée et l'idée de cette façade est plus de cadrer le paysage à travers des grandes ouvertures qui vont cadrer des ambiances, que ce soit le jardin ou que ce soit des parties du quartier environnant. C'est intéressant en Corée parce qu'ils ont un grand savoir-faire qu'ils ont tendance à avoir perdu au cours des années, mais ils étaient des très très grands charpentiers. Maintenant, ces grands charpentiers, ils construisent des coffrages pour le béton. Alors, ils construisent des coffrages pour le béton à la manière d'un meuble de marqueterie. Un des vestiges du coffrage du mur en béton est cette planchette. Elle a la particularité d'être d'abord du cèdre japonais, de l'inoki, qu'on a gratté, qui a été gratté pour enlever toutes les parties molles et faire ressortir les veines dures du bois. Donc, et pour donner plus de relief au coffrage. Et ensuite, ce relief va s'imprimer sur le béton. Et c'est ce qu'on voit dans les détails de la façade. C'est un béton très vivant avec des nervures de bois qui sont très présentes. D'où l'idée de bois pétrifié, ou en tout cas de façade pétrifiée, puisque la façade de la cour est en bois et la façade périmétrale est en béton. Mais c'est la même façade qui a deux matérialités différentes. L'une est très ouverte, l'autre est très fermée, elle a une texture de bois. C'est un mur d'enceinte qui se détache du bâtiment, mais qui travaille selon les mêmes principes et qui suit la topographie de la parcelle et donc qui suit aussi les inclinaisons de la toiture. Lena Maria Turing est une artiste bâloise qui a gagné le concours Art et Architecture. L'idée de ce concours est d'associer organiquement une œuvre plastique à la construction d'un bâtiment. Water Connections est une installation qui a une portée à la fois esthétique et symbolique.
Il s'agit d'un système de récupération des eaux pluviales qui, depuis le toit, vont s'écouler le long de chaînes, elles-mêmes reliées à 3 pierres imposantes. Cette technique de récupération s'inspire de l'architecture alpine. Les 3 pierres qui gisent sur le sol de la cour sont originaires de Suisse. Elles représentent les 3 principaux fleuves du pays, le Rhin, le Rhône et le Tessin. L'eau est ensuite récupérée en s'écoulant le long de rigoles inscrites dans le sol et dont les bras représentent le fleuve Han. Ce dessin, ces nervures, symbolisent un chapitre de l'histoire de la Corée et de la Suisse. Et il crée un lien entre les 2 pays. Le fleuve peut être vu comme une frontière et une séparation, mais il peut aussi être vécu comme un lieu de passage qui permet des connexions avec d'autres endroits ou d'autres personnes. L'œuvre Water Connections témoigne aussi de l'ambition écologique de ce projet architectural. Les panneaux solaires, installés sur le toit, produisent plus de 40% de ses besoins en électricité. Les sondes géothermiques permettent de puiser dans le sol 80% de l'énergie nécessaire au système de chauffage et de refroidissement du site. Enfin, les eaux de pluie sont récupérées pour alimenter les sanitaires et l'arrosage extérieur. Quand on observe attentivement l'ambassade, on peut d'abord se la représenter comme un îlot paisible qui résiste à l'effervescence urbaine, comme un oasis qui facilite et stimule les échanges entre les 2 pays, échanges culturels, économiques et technologiques. Mais si l'on considère le bâtiment sous un autre angle, on découvre qu'il s'inscrit aussi dans la continuité de la colline voisine. Il en épouse le relief. Plutôt que de revendiquer une architecture grandiloquente, cet édifice se nourrit de la tradition architecturale coréenne et des techniques de construction locales, cherchant à s'inspirer d'un savoir-faire autochtone et d'une rencontre entre 2 cultures. Ainsi conçue, l'ambassade délivre alors un message de sobriété et de modestie qui s'enracine dans une technologie et une tradition architecturale suisse afin de donner du sens à un édifice ayant pour mission de créer du lien.